Chers élèves, bonjour et bienvenue pour ce nouvel audio cours. Voilà, c'est la rentrée, c'est reparti pour quelques semaines. En théorie, nous reprenons vous reprenez le 25 et en théorie, les conseils de classe commencent le 27. Vous voyez que tout cela va bien se goupiller et normalement, nous sommes censés vous faire revenir jusqu'au 4, sauf qu'un sondage annonce que 2/3 des parents ne veulent pas envoyer leurs enfants. Voilà, et du côté des enseignants, on doit être autour de 80%. Donc, comment va se dérouler la rentrée et est-ce qu'elle va avoir lieu? Eh bien, des discussions doivent encore avoir lieu à l'Assemblée au moment où j'enregistre le cours, donc on en saura peut-être un petit peu plus tard. Quoi qu'il arrive, moi je suis là pour faire des audiocours et je continuerai à faire ces audiocours pour que chacun puisse avoir l'intégrité du programme avant sa rentrée l'année prochaine en première ou redémarre une seconde. Je vous rappelle que le redoublement est un droit. Et puis pour l'orientation, le reste, les questions que vous m'avez posées et que j'ai eu par email, je les ai gardées sous le coude. Dès la réouverture des bureaux, je vous informe de la suite des choses. Alors voilà, attaquons la suite. On a fait les 2 premières parties de ce thème de géographie. Il est maintenant temps de le clore. C'est ce qu'on va faire cette semaine. On va faire la 3e partie. Et puis la semaine prochaine, nous attaquerons le thème 3 d'histoire. On va finir au moins le programme d'histoire cette année, et si tout se passe bien, d'ici le 4 juillet, on a largement le temps de finir le programme de géographie. Voilà, alors, partie 3, la France. Donc, on note quoi dans notre cahier? On note le titre. Partie 3, la France, dynamique démographique, inégalités socio-économiques. Bon, évidemment, tout ça, vous le retrouverez encore dans votre cahier texte. Deux cours, un grand A et puis un grand B, et donc on attaque tout de suite par le grand A, l'espace français, cadre de la... Bon, je reprends. Grand A, l'espace français, cadre de disparité et inégalité territoriale. Notre problématique, nous demandons quelles disparités et quelles inégalités territoriales le vieillissement et l'enrichissement de la France recouvrent-ils? Et on attaque avec la première de nos 3 sous-parties, petit 1, un pays riche, mais avec des inégalités croissantes. Bon voilà, on a déjà annoncé pas mal de choses. Dans votre cours, vous avez des diapositives dans le cahier de texte et une fiche. Sur cette fiche, vous avez 3 documents et la diapositive numéro 1 renvoie finalement au document 1 de la fiche. Ce document, c'est un tableau. Alors, pour présenter un tableau, je vous rappelle qu'il y a 2 entrées, donc il faut présenter l'ensemble des informations qui y sont présentes. Alors on a quoi? On a une information par rapport à des pays. On a plusieurs pays. En fait, on a plusieurs pays qui appartiennent aux 20 premiers pays classés en regard de leur revenu brut moyen en dollars. Le revenu brut moyen, c'est l'ancien PIB par habitant qui est exprimé ici en dollars avec des données qui sont issues de statistiques de la Banque mondiale qui ont été produites en 2016. Donc on a les 5 premiers, on a le 14e qui est un État européen voisin de la France, l'Allemagne, et puis la France. Et à ce revenu brut moyen, juste à côté, vous avez l'indice de Gini qui, je vous le rappelle, est un indice qui permet de mesurer les inégalités de richesse à l'intérieur d'un pays. Plus il est élevé, plus il se rapproche de 1 qui est ici multiplié par 100, plus le pays a des inégalités salariales. Plus il tend vers 0, plus les inégalités salariales sont faibles. Ça marche? Bon alors qu'est-ce qu'on observe? D'abord, qu'est-ce qu'on observe en termes de revenu brut moyen en dollars pour la France? On observe que le revenu brut moyen en France classe la France au 20e rang mondial. Alors, 3227 dollars moyen, c'est un salaire qui peut vous sembler de prime abord intéressant. On n'oublie pas que c'est le salaire brut. En réalité, ce salaire brut, il faut lui retrancher tout ce qui va être de l'ordre de la participation au système social.
la sécurité sociale, les retraites, des prélèvements qui sont réalisés sur votre salaire brut. Là, je vous renvoie à vos cours de sociologie. Bon, la situation est quand même enviable. C'est-à-dire que c'est quand même un bon classement de la France, qui est quand même moitié moindre que celui de la Norvège. Et puis surtout, quand on regarde l'indice de Gini, on se rend compte que les inégalités de salaire sont plus importantes en France qu'elles ne sont en Norvège. Par contre, si on se compare aux États-Unis d'Amérique, le revenu brut moyen en dollars pour la France, il est quand même inférieur à celui des États-Unis, mais son indice de Gini est plus intéressant. Il y a moins d'inégalités de salaire en France qu'aux États-Unis. Alors, ce revenu brut moyen en dollars, il ne faut pas oublier la différence, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a presque pas de prélèvement. C'est-à-dire qu'en fait, ce salaire, c'est quasiment l'intégrité qui est donnée au travailleur. Sauf que le travailleur aux États-Unis, il doit devoir payer lui-même son système de santé. Il va devoir payer lui-même plein d'éléments qui sont inclus un système de solidarité interprofessionnelle et entre tous les Français en France. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une part en France, il y a n'entre pas dans ce classement et finalement tous les services qui peuvent s'additionner et qui sont touchés en nature dans d'autres pays comme c'est le cas ici aux États-Unis d'Amérique. Alors que noter dans nos cas? On peut noter d'abord que la population française elle vit avec un niveau de vie qui est quand même envié par de nombreuses autres populations. Il y a plein de gens dans le monde qui aimeraient que leur pays ait ce revenu brut moyen de 3227 $. Donc la population française elle vit avec un niveau de vie qui est envié par de nombreux autres pays. Ces écarts de richesse, ça c'est ce qu'on ajoute, c'est que ces écarts de richesse, ils sont moins importants qu'aux États-Unis d'Amérique, mais plus prononcés que dans les pays scandinaves, si on prend le cas de la Norvège ou du Danemark. Ensuite, on est sur des taux qui sont quasiment identiques pour l'Allemagne, la Suisse ou le Luxembourg. Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que là on est sur un revenu brut moyen, c'est-à-dire qu'en réalité, vous le savez bien, il y a des écarts. Tout le monde ne gagne pas exactement cette somme d'argent. Il y a des gens qui sont en dessous et il y a des gens qui sont au-dessus. Alors justement, intéressons-nous au document 2. Replaçons la donnée temporelle dans tout ça. Le document 2 de la fiche, cette fois, c'est un graphique sur l'évolution des niveaux de vie annuels de 1996 à 2016. C'est des données qui ont été réalisées à partir de statistiques de l'INSEE, un document qui a été produit par le Centre d'observation de la société. Et on se rend compte, il y a 3 courbes, le niveau de vie moyen des 10% les plus riches, le niveau de vie médian, c'est-à-dire quand on fait les écarts entre les deux valeurs les plus hautes, et puis on a le niveau de vie moyen des 10% les plus pauvres. Et donc, quand vous regardez ce document, de 1996 à 2016, on peut observer quoi? Première chose, on part du niveau de vie médian. Il évolue comment le niveau de vie médian? Il évolue pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a peu de changements. On reste autour de 20 000 € de revenus annuels. Comment évolue le niveau de vie moyen des 10% les plus pauvres? Lui aussi, il évolue très peu. Par contre, on peut noter qu'il est inférieur à 10 000 €. C'est-à-dire que les 10% les plus pauvres, comme le niveau de vie médian, ils n'ont que très peu changé au cours de ces 20 dernières années. Par contre, quand vous comparez avec la dernière courbe, celle du niveau de vie moyen des 10% les plus riches, on se rend compte que ce niveau de vie moyen des plus riches, il a augmenté. Il était aux alentours de 45 000, il est aujourd'hui aux alentours de 55 000 €. C'est-à-dire qu'il a augmenté de plus que la valeur du niveau de vie moyen des 10% les plus pauvres. Donc qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter quoi? On peut noter que, malgré tout ce qu'on vient de dire précédemment, c'est que les inégalités, cependant, elles, s'accroissent. Et que le nombre de personnes, là on ne l'a pas sur le graphique, mais que le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France, il augmente. Pour continuer dans
Dans ce petit 1, on va ouvrir nos livres maintenant, page 144, on s'intéresse au document 1 de cette page 144. On a cette fois une carte du taux de pauvreté en France qui est exprimée par département. Alors, qu'est-ce que je vous demande d'observer sur cette carte? Eh bien, quels sont les départements les plus touchés? Et parce qu'on fait de la géographie, la deuxième question à se poser, c'est où est-ce qu'ils sont? Il faut les localiser. Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage ou pas? Et puis regardez bien, en plus du taux de pauvreté par département, les gens nous donnent une autre information. Et à partir de cette seconde information, est-ce que les territoires les moins pauvres ils sont exempts de pauvreté? Est-ce qu'il y a quand même de la pauvreté dedans? Vous avez ici les éléments pour répondre à cette question. On se rend compte qu'il y a quand même des îlots de pauvreté à l'intérieur des territoires, des départements du moins qui sont les moins pauvres. Bon, qu'est-ce qui mérite d'être retenu ici? Que sur le territoire national, on retrouve de grandes disparités entre les espaces. Pour faire simple, on a le nord et le sud, auxquels s'ajoutent les DROM, les départements et régions d'outre-mer, qui sont les espaces les plus touchés par la pauvreté. Alors, le nord, par exemple, c'est en lien avec la désindustrialisation. Il y avait autrefois une activité minière, une activité sidérurgique pour produire de l'acier qui a périclité et donc les gens se sont retrouvés au chômage et donc on a un chômage important, un taux de pauvreté qui est lié à ce processus de désindustrialisation, de recul de l'industrie, de disparition même d'une grande partie de l'industrie. Les départements et régions d'outre-mer, ils sont aussi très touchés par la pauvreté. Par exemple, le département de la Réunion, dans l'océan Indien, c'est celui qui a le plus grand taux de pauvreté, 41%. Alors les choses sont en train de changer, c'est Mayotte qui est en train de complètement renverser le processus, mais on n'a pas de statistiques encore très fiables. Mais la situation à Mayotte, en termes de pauvreté, est très très importante. Bon, là, ce sont les territoires les plus touchés par la pauvreté. A contrario, si on s'intéresse aux régions les moins touchées par la pauvreté, on va retrouver la Bretagne, les Alpes du Nord, l'Ouest, dans une certaine mesure, et aussi les régions qui sont au sud de Paris, les régions sud du bassin parisien. Le moment est bienvenu pour noter la définition d'outre-mer dans vos cahiers. Il suffit de la recopier, elle est dans votre manuel, donc je vous invite à recopier cette définition d'outre-mer. On repart à La Réunion, au travers des documents 4 et 5 de la page 149. On a d'abord un document sur les inégalités à La Réunion, au travers d'une carte, ici, une taxonomie, avec différentes situations. Et puis on a une photographie d'un quartier sensible de la capitale, Saint-Denis, qui est au nord de l'île de La Réunion. Le quartier du Chaudron, qui porte bien son nom, entre guillemets, même si Chaudron, ça n'a rien à voir ici avec la chaleur. Et je ne vais pas rentrer dans l'explication du toponyme. Bon, qu'est-ce qui nous permet d'observer ces deux documents? Finalement, à l'échelle de la Réunion elle-même, qui est un département, on se rend compte qu'il y a des inégalités de richesse à l'intérieur du département. Il y a des endroits plus riches que d'autres. Et puis à l'échelle même d'une ville à l'intérieur de la Réunion, à Saint-Denis, on observe encore ces inégalités de richesse. Finalement, ce qu'on a déjà, on ne va pas y passer une heure là-dessus, ce qu'on a déjà observé à l'échelle du monde, on l'observe aussi pour l'espace français. Et c'est ce qu'on note. On a des inégalités à toutes les échelles. Cependant, elles sont plus fortes dans les métropoles et les grandes villes, comme dans les territoires d'outre-mer. Et alors, on a même le combo, entre guillemets, c'est-à-dire quand on est dans une grande ville d'un territoire d'outre-mer, eh bien la situation est encore plus prononcée. Alors, on observe quoi dans les métropoles et les grandes villes, finalement, quand on parle des inégalités, on observe un processus de fragmentation socio-spatiale. Fragmentation socio-spatiale, c'est une définition à recopier dans vos cahiers à partir de votre manuel.
Donc je vous laisse recopier la définition de fragmentation socio-spatiale. Alors, il y a un travail maison à faire ici. Le travail maison à réaliser, je vous demande de recopier le schéma repère qui est page 150. Donc page 150, vous avez vous le voyez ici, un repère, un schéma, et avec ce schéma que vous allez recopier, alors le travail maison, vous pouvez le faire là maintenant, vous mettez pause et puis vous le réalisez. Il faudra ajouter la définition du processus de gentrification. Il est dans le manuel, il suffit là aussi de le recopier dans votre tableau. Enfin, dans votre cahier, pardon. Alors la gentrification, ça vient de la géographie anglo-saxonne, l'expression, et elle se réfère au fait qu'on retape des quartiers. On en avait parlé avec Harlem, rappelez-vous. Enfin, je crois que c'est avec vous que j'en avais parlé. Et par exemple, dans la ville de New York, eh bien, on a des promoteurs qui achètent ces quartiers, qui achètent des immeubles, des lots d'immeubles dans des quartiers défavorisés, parce que ça coûte pas cher, et qui sont à proximité d'endroits un peu moins frappés par la détresse économique. Ils les retapent, et puis ils vont augmenter le prix des loyers en lien avec le service qui est plus important. Et donc petit à petit, les gens qui habitaient là à l'origine, ils ne peuvent plus habiter ici, et ils sont repoussés ailleurs. C'est le processus de gentrification. Par la réhabilitation de certains endroits, on change la composition sociale à l'intérieur de certains quartiers. Alors petit 2, on passe à la suite, nous. Petit 2, une population vieillissante mais dynamique. On va commencer avec une diapositive. Cette diapositive, c'est la diapositive numéro 3. C'est un graphique sur l'évolution de la population. Alors, les deux premières diapositives, elles étaient en lien directement avec les documents de la fiche. Le document 3, donc, c'est ce graphique sur l'évolution de la population. Il permet de se rendre compte que bien on a une natalité qui a été forte, mais qui, petit à petit, est en train de diminuer. Bon, alors, première chose qu'on va noter, c'est la généralité. C'est-à-dire que la France, c'est à peu près 67 millions d'habitants aujourd'hui, en incluant les habitants des espaces outre-mer. Et en France, on a une natalité qui est encore forte. Le taux de fécondité, il est de 1,87. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, quand on fait une moyenne, en France, les femmes auront 1,87 enfants. C'est une moyenne. Personne n'a 1,87 enfants. Ça marche. C'est une moyenne. Parce qu'il y a des femmes qui n'auront aucun enfant, puis il y a des femmes qui en auront 6 ou 7. Donc c'était une moyenne. Donc cette natalité, elle reste forte quand on compare la situation de la France avec les pays voisins, mais cette natalité, il faut le noter, elle est quand même en baisse. Alors ça on le note pas dans son cahier, mais elle est notamment en baisse parce que la population vieillit. Or, vous le savez, si les hommes peuvent avoir des enfants toute leur vie, c'est pas le cas des femmes qui, après un processus qui s'appelle la ménopause, ne peuvent plus avoir d'enfants. Donc plus il y a de femmes âgées, entre guillemets, moins elles font d'enfants. Et donc le taux de fécondité, qui est le nombre d'enfants par femme sur la totalité des femmes, qui inclut les femmes qui ne sont plus en âge d'avoir des enfants, évidemment, ce chiffre, il va diminuer. On complète avec le document 2 de la page 147. Le document 2 de la page 147, qui est un document sur la population française par groupe d'âge ici, qui décompose la population par tranche d'âge. Donc à chaque fois on a 100% de la population sur plusieurs années. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous demander comme question? Qu'est-ce qu'il faut que vous demandiez en regardant ce document pour bien comprendre? Je vous demande comment évolue la structure de la population française. Donc là, l'idéal c'est vous mettez pause, vous prenez un stylo et vous réfléchissez pendant 5 minutes, pas besoin de plus à mon avis, pour essayer d'écrire une petite phrase sur finalement qu'est-ce qu'on peut observer là, comment elle a évolué la structure de la population française. Voilà, vous avez fait cette réflexion là ou pas encore. Sinon vous pourrez comparer là avec ce que je vous propose. Ce qu'on observe là, c'est que la population française, elle fait face à un vieillissement. Bon, vous le saviez déjà, On observe que le nombre de personnes âgées, il augmente. Et comme le nombre de personnes âgées augmente, l'âge de la population
augmente dans le même temps. Bon, parce qu'on est des géographes ici, nous, on va aussi spatialiser tout cela, grâce à la carte que vous retrouverez, page 143. Et quand on spatialise tout cela, eh bien, on se rend compte que si la population française elle vieillit, eh bien, ce vieillissement, spatialement, il est inégal. C'est-à-dire qu'il y a des espaces qui vieillissent plus que d'autres. Par exemple, la région Île-de-France, elle semble ne pas connaître le même vieillissement que le reste du territoire. De même chose pour la Guyane. Donc il y a un vieillissement qui se traduit de façon inégale sur le territoire français. Finissons ce cours de lundi avec le petit 3, des dynamismes démographiques à prendre en considération. Oula, long silence. Ça fait du bien. Mais on perd du temps. Ou pas. Oui, en cours, il faudrait que je dise à Dylan, peut-être, par exemple. Il faudrait que je marque un silence pour attendre que Dylan nous regarde, ou pas. Et là, Dylan se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait encore, moi? J'ai rien fait. Hein, bah oui, c'est vrai, il a rien fait, Dylan. Et ça me ferait plaisir de le voir. C'est comme ça me ferait plaisir de vous voir tous. Mais si c'est vous voir pour qu'on tombe malade ou qu'on se transmette des microbes, ou que vous passiez 1 heure dans le bus avec un masque pour passer la journée entière avec un masque pour manger un sandwich surveillé dans une salle de classe sans pouvoir en sortir avant de revenir dans le bus sans pouvoir toucher quiconque. Bon, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est les préconisations qui sont mises en place et qui me semblent compliqué à mettre en place. Est-ce que vous êtes motivé pour venir au lycée et rester dans la même salle toute la journée à 2 mètres minimum d'un camarade que vous ne pourrez pas toucher ou approcher pour manger un sandwich surveillé dans cette même salle? Je ne sais pas si ça va marcher. On verra bien ce qu'il en sera. Excusez-moi pour cette longue incise au milieu de tout cela. Bon, nous disions quoi? Dernière sous-partie, des dynamismes démographiques à prendre en considération. C'était notre petit 3. Je l'avais dit ou pas? C'était le petit 3. Non? Bah sinon je leur dis. Petit 3, des dynamismes démographiques à prendre en considération. Pour l'étudier, on va s'intéresser à la diapositive numéro 4. Cette diapositive, c'est encore un graphique. C'est un graphique sur l'évolution de la population liée au solde naturel et migratoire. Vous aurez remarqué que c'est aussi le document 3 de votre fiche. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à prendre la fiche sous les yeux. Enfin, là, si vous avez la diapositive, vous verrez la même chose. Encore une fois, on a 3 courbes qui vont de 1998 à 2010. Bon, il faudrait prolonger l'étude et j'ai pas trouvé de document aussi intéressant que celui-ci qui mélangeait les deux. J'aurais pu le produire moi-même, mais j'ai préféré produire des cours pour d'autres classes et la situation est un petit peu tendue pour nous enseignants en ce moment. Là je suis encore en vacances, à un moment où j'enregistre ce cours, enfin en vacances, en congé d'élèves entre guillemets, mais congé d'élèves, j'y suis depuis longtemps et on travaille à distance. Bon bref, je vous raconte encore ma vie, ça rajoute du temps sur la bande, mais monsieur, finissez-en, j'ai d'autres cours à faire. Oui, je le conçois bien. Donc on a ici des graphiques qui sont produits à partir des données d'Eurostat qui sont sur un site internet que je vous invite à aller voir, qui s'appelle captaineconomics.fr, où vous avez plein de données économiques qui vulgarisent l'économie un petit peu pour tout. Et là, on a quoi? Eh bien, on a 3 courbes, de 1998 à 2010, qui représentent l'évolution démographique liée à la migration, l'évolution démographique liée à la nature, entre guillemets, et le solde total. C'est-à-dire qu'en fait, le total, c'est la somme de l'évolution démographique liée aux migrations et de l'évolution démographique liée à la nature. Alors, lié à la nature, entre guillemets, en fait, c'est l'accroissement naturel, la différence entre le nombre de gens qui naissent et le nombre de gens qui meurent.
quand on fait la différence entre les deux, eh bien, la population gagne des habitants. Et puis l'autre moyen de gagner de la population, c'est des gens qui viennent s'installer en France. Et quand on additionne les deux, eh bien, on a l'évolution démographique française qui peut augmenter ou diminuer. Eh bien, l'évolution démographique française, elle, augmente. Elle est positive. Et elle a, alors, l'accroissement naturel, on voit qu'il est à peu près stable, hein, autour de 200 000. Et il y a eu un processus de gain migratoire, de population de migrants qui a été important entre 1999 à 2005. Et puis depuis 2005, vous voyez bien que le nombre de migrants en France, il s'est très largement réduit. Bon, qu'est-ce qu'on note? Idée générale. L'augmentation de la population, il est d'abord lié à l'accroissement naturel. Et à cet accroissement naturel, il faut ajouter l'apport migratoire. Et on a dit l'apport migratoire, il est en diminution actuellement. Aujourd'hui, il pèse pour moins de 30% du total de l'évolution démographique française, du solde de l'évolution démographique française. Alors terminons avec un dernier document. On rouvre nos manuels, pardon. Enfin, réouvrir est correct. C'est accepté dans le dictionnaire, même si l'usage veut qu'on dit plutôt rouvrir que réouvrir. Donc le débat c'est sur la rouverture. C'est bien la réouverture, mais le verbe c'est rouvrir les écoles. Bon bref. Voilà pour la petite note dans la petite note. Donc ça y est, tout le monde va voir son livre, page document 2, page 244. Quand on s'intéresse aux migrations, c'est intéressant de revenir d'abord sur les départements et régions d'outre-mer. En fait, on se rend compte qu'il y a deux départements et régions d'outre-mer, la Guyane et Mayotte par exemple, qui accueillent énormément de migrants. Pourquoi ? Énormément entre guillemets. Le énorme, c'est en comparaison d'autres territoires. Il n'y a pas de jugement, bien sûr, dans l'usage de ce mot ici. C'est en grande partie lié à un effet de proximité. En fait, on a des pays pauvres limitrophes, alors limitrophes à proximité, puisque Mayotte c'est un archipel, et bien à côté de Mayotte, il y a les Comores. Et donc on a de très nombreux Comoriens qui viennent s'installer à Mayotte, qui vont prendre énormément de risques avec des barques en barques motorisées ou pas motorisées parfois pour venir, et des personnes qui ne savent pas nager, pour venir se réfugier à Mayotte et essayer de devenir français ou d'avoir un meilleur niveau de vie. Ou de profiter, entre guillemets, c'est-à-dire que si vous êtes en mauvaise santé, on va pas vous laisser mourir devant l'hôpital en France. Alors que si vous êtes aux Comores, le système hospitalier est tellement défaillant que même si on s'occupe de vous, vous n'êtes pas sûr de survivre. Moi, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Et puis en Guyane, il y a des pays limitrophes, c'est-à-dire qu'il y a des habitants d'Amérique latine qui aspirent à venir s'installer en Guyane. Pourquoi ? Parce que la Guyane, c'est la France et c'est un niveau de vie supérieur. Donc, la Guyane, Mayotte, exerce ainsi une forte attraction de la part des habitants des pays limitrophes, plus forte que ne le fait la France pour les Allemands ou pour les Anglais, ou pour les Espagnols et les Italiens. Quoique si on remonte il y a 60-70 ans, l'attraction de la France pour les Italiens et les Espagnols, elle était très forte, comme pour les Polonais, qui sont aujourd'hui des gens qui sont intégrés totalement à la France. Et les toponymes des différents noms de famille le montrent bien. A contrario, vous voyez qu'il y a d'autres territoires et régions d'outre-mer qui ne répondent pas du tout au même modèle. Ça, c'est ce qu'il faut ajouter dans notre cahier. On a pris l'exemple de Guyane, de Mayotte. Eh bien, il ne faudrait pas généraliser avec tous les départements et régions d'outre-mer. Regardez bien, en Guadeloupe et en Martinique, il y a plus de gens qui partent que de gens qui arrivent.
Pourquoi? Parce que l'offre d'emploi en Martinique et en Guadeloupe, elle est faible, et donc beaucoup de Guadeloupéens et de Martiniquais partent en métropole pour venir chercher un emploi. Si on reste sur le territoire métropolitain, on laisse les départements et les régions d'outre-mer de côté, on se rend compte que le nord-nord-est et le centre sont aussi des espaces qui perdent de leurs habitants. C'est-à-dire que la balance des déplacements, elle est négative. Il y a plus de gens qui partent que de gens qui arrivent. C'est le cas aussi pour l'ancienne Haute-Normandie. C'est l'accroissement naturel qui permet à la Haute-Normandie de ne pas être en déficit d'habitants. Même chose pour Paris-Centre. Paris-Centre perd de ses habitants. Mais si certains espaces perdent de leurs habitants, d'autres en gagnent. C'est le cas par exemple de la côte ouest ou du sud de la France. Et c'est le cas aussi, regardez bien, du bassin parisien. C'est-à-dire que si Paris-Centre perd ses habitants, autour de Paris, eh bien on a un processus attractif qui est en grande partie lié au développement des espaces périurbains. Le périurbain, c'est quoi? C'est l'espace qui se déploie autour des grandes villes, notamment de Paris. En fait, c'est des espaces périphériques qui sont éloignés du centre, des espaces qui étaient plutôt ruraux originellement, et qui deviennent de vastes espaces de développement pavillonnaire dans lesquels les gens viennent s'installer parce que le coût du foncier, le coût du terrain est moins cher et qu'on peut y construire une maison, mais alors que l'activité professionnelle, elle reste liée au noyau urbain parisien pour l'espace périurbain parisien. Donc tout ça, le développement de l'espace périurbain, ça s'accompagne évidemment d'un étalement urbain important. La ville, elle gagne, elle se développe en forme pas réellement tache d'huile en réalité, puisqu'elle va suivre elle va suivre les axes de transport et elle va se déployer plutôt en toile d'araignée. En toile d'araignée, c'est un petit peu exagéré aussi. Elle va pas se développer de façon auréolaire, mais de façon aréolaire, pas comme des auréoles, pas comme des cercles concentriques. Vous reverrez tout ça en première, mais c'est important que vous ayez déjà entendu tout cela. Donc, périurbain, c'est la dernière définition qu'on va noter aujourd'hui dans notre cahier. Périurbain. Voilà. Ça, c'est donc le premier cours de la semaine. L'espace français, cadre de disparité et inégalité territoriale. Jeudi, oui, puisque vendredi c'est férié, jeudi, nous parlerons des inégalités et des disparités. Voilà, j'espère que vous avez passé des bons congés, que tout se passe bien, que tout le monde va bien chez vous. Voilà, on n'a jamais autant dit cette phrase-là. Je sais que certains attendent le déconfinement comme une sorte de libération. Enfin, on va pouvoir faire des choses. Je suis pas là pour être le père, je sais pas quoi, ou prof de morale à 2 balles. Il faut bien que vous compreniez que ça va pas se dérouler comme la fin d'un match de foot. C'est-à-dire qu'en réalité, tant que le virus existe, il va falloir continuer à prendre des mesures de précaution. Il va falloir continuer à être à une certaine distance les uns des autres pour éviter la propagation du virus qui, lui, peut repartir d'un moment à l'autre. Donc, c'est pas la fin du match, c'est un autre match, entre guillemets, qui commence, et si tout le monde est prudent, eh bien on pourra vivre avec plus de confort que tous confinés chez nous, ce qui est quand même une certaine privation de nos libertés. On a bien compris le pourquoi et le comment. L'objectif, c'est quand même d'amortir le choc dans les hôpitaux. Rappelez-vous, quand je vous l'avais expliqué le vendredi, il y a eu beaucoup de morts quand même. Si on additionne tous ces gens qui nous ont quittés, et pour éviter que ça soit pire, eh bien, je vous invite à ne pas voir le confinement comme un retour aux mêmes habitudes que précédemment. D'ailleurs, si vous êtes obligé de venir à l'école avec un masque que vous ne devrez pas quitter, eh bien, vous voyez bien que ça va pas du tout être la même chose. Alors que j'ai été élève, moi aussi. Le lycée, c'est quand même un lieu de rencontre sociale, etc.
et on rencontre des gens, on discute, on échange. Et là, en ce moment, je sais pas pour votre génération quel souvenir ça laissera. Vous aurez des choses à raconter à vos enfants, ça c'est sûr. Bon allez, j'arrête là, et je vous donne rendez-vous jeudi. Portez-vous bien. Au revoir.